Si je vous parle de sommeil, ça interpelle l'intime, mais quand on y pense, le sommeil a aussi un visage social, un visage collectif. Ben justement, depuis 2 ans, il y a une équipe interdisciplinaire qui se pose ce genre de questions sur le sommeil. Ce sont des chercheurs qui sont liés aux universités McGill, Concordia, l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal, mais il y a aussi plusieurs artistes, ils proviennent de plusieurs pays. C'est un collectif de recherche-création qui porte le nom de la sociabilité du sommeil. Ils ont une exposition finale qui est liée à leur travail. Ça s'intitule In Somnolence. Ça a été ouvert au public cette semaine. C'est au Cœur des sciences à l'Université du Québec à Montréal. Il y a des œuvres, il y a des déambulations qui nous appellent à réfléchir à ce que le sommeil a de collectif. C'est donc là que je suis allée à la rencontre de Josiane Barrette-Moran. Elle est coordonnatrice du projet Sociabilité du sommeil. On mettait à ce moment-là la touche finale à l'installation de l'exposition. Il y a toutes sortes de dimensions, pour être honnête, du sommeil qui sont explorées aujourd'hui, allant du rêve à la chute, au sentiment d'être... ici, c'est le sentiment d'être mou, de perdre du tonus musculaire. C'est pour ça qu'il y a des coussins mous partout. Oui. Puis le doux soft club aussi, qui est sur la douceur. Il y a le travail de nuit, donc des horaires atypiques. Puis on a quelqu'un qui exploite son expérience avec le somnambulisme. Donc vraiment, toutes les dimensions, on les explore. Si on parle de recherche-création, les artistes ne sont pas tout seuls. Il y a aussi des scientifiques qui, depuis 2 ans, travaillent à ce projet. Effectivement, l'équipe est tellement interdisciplinaire qu'on peut trouver des spécialistes du cauchemar, des personnes qui ont étudié la psychiatrie, mais aussi des pneumologues, donc qui sont sur le terrain en train de surveiller et traiter l'apnée du sommeil, donc tous horizons. Et puis, ils communiquent de façon vulgarisée aux artistes qu'est-ce qu'ils voient dans leur quotidien, qu'est-ce qu'ils apprennent, et vice-versa. Fait qu'on est comme le projet, une membrane un peu perméable qui permet à tous les domaines de dialoguer. Dialoguer autour de ce thème qui relève vraiment de l'intime, mais aussi du social. Parce qu'effectivement, quand on parle de recherche scientifique, on parle de l'individu. C'est l'individu qui dort bien, qui dort mal, qui dort à la bonne heure ou pas à la bonne heure. Effectivement, on a essayé de défaire cette tendance à voir le dormeur et la dormeuse comme une personne qui dort dans son lit seule, et on explose un peu les murs de sa chambre à coucher, puis on est même amené dans les parcs, dans les endroits publics. On se demande comment on prend soin des personnes qui dorment, comment est-ce qu'on doit agir lorsqu'on est éveillé puis qu'on est en présence d'une personne qui dort. Est-ce que dormir, c'est notre état vraiment le plus vulnérable? C'est des bonnes questions quand on sait qu'il y a des gens qui dorment en public qui se font en fait dénoncer, puis il y a des appels au 911 qui peuvent être logés alors que la personne est à son moins agressif possible. Donc on s'interroge à toutes ces interactions-là qui sont sociales de nature. Quand on parle du sommeil habituellement, on en parle de façon individuelle. Les troubles du sommeil, c'est les individus qui en souffrent. C'est sûr qu'à prime abord, il y a des symptômes physiques ressentis, des complications, de la détresse qui sont liées à toutes sortes de troubles du sommeil, parasomnie et autres dérèglements, par exemple, du rythme circadien. Donc, extrême oiseau de nuit ou très, très, très matinal, qui ont beaucoup de mal à se concentrer ou à être la meilleure version d'elles-mêmes à certaines heures, et qui sont perçues comme étant parfois moins productives et mésadaptées à la société qui, elle, priorise, comme on le sait, le 9 à 5. Où est-ce que ça achoppe? Où est-ce que ça devient une contrainte qui est sociale et collective quand on parle de troubles du sommeil? En fait, il y a des études qui s'attardent aux déterminants sociaux du sommeil, parce que les recherches démontrent que les locataires dorment moins bien que les propriétaires, que les femmes dorment moins bien que les hommes, et que les gens au rez-de-chaussée dorment moins bien que les gens à l'étage. Donc, est-ce que dans toute la liste des trucs et conseils qu'on peut trouver en tant qu'individu qui souffre de troubles du sommeil, qu'est-ce qu'on va choisir en premier? Mais ça peut fortement être influencé par notre situation sociale. Donc, est-ce qu'on va d'abord prioriser l'exercice physique? Ben oui, si on a un sentier en face de chez nous, peut-être qu'on va plutôt se tourner vers une bouteille de mélatonine à la pharmacie si on est dans un endroit plus asphalté, où c'est moins une idée qui nous vient rapidement d'aller prendre une marche. C'est plutôt rare de tomber sur une épicerie ouverte 24 heures. Donc, une personne qui soit travaille de nuit contre son gré ou qui est tout à fait heureuse d'aller se promener dehors à 3 heures du matin, dans les deux cas, ce qu'ils vont trouver, c'est plus du fast-food que des aliments frais. Donc là, on est vraiment dans une interconnectivité de tous les facteurs, dans les besoins les plus fondamentaux là, de l'être humain. Qu'est-ce que la société peut faire
pour que le sommeil des individus soit plus réparateur, soit plus agréable? Le plaidoyer de presque tout le monde qui a participé à cette exposition, c'en est un de bienveillance, d'empathie. Donc, prendre soin, s'attarder, s'éduquer sur qu'est-ce qui pourrait aider les personnes autour de moi à mieux dormir, à être moins stressées, à pas être tenté de prendre le volant en état de fatigue et de vigilance amoindrie, surtout quand on est en train de travailler contre notre rythme naturel, donc contre notre chronotype. Est-ce que ça pourrait, par exemple, on est en ce moment assis sur des oreillers, il faut le dire aux gens, on est assis à terre sur des oreillers dans le milieu d'une œuvre vidéo. Est-ce que ça pourrait être laisser des gens faire des siestes au travail, par exemple? Pourquoi pas? Il y a certaines compagnies plutôt progressistes qui l'ont fait puis qui ont fait les manchettes. Moi, je pense que c'est une stratégie qui est même payante pour un employeur. Un employé qui se sent bien dans son corps, je crois qu'il y a des enjeux de rétention de personnel, d'ambiance au travail qui ne vont que monter en flèche. Parmi les normes sociales, il y a aussi celles qui montrent que dormir peu, c'est valorisé, c'est valorisant. On va se vanter de très, très peu dormir. C'est plus rare qu'on va se vanter de dormir beaucoup puis de faire des siestes au travail. Ça peut être stigmatisé. On peut passer pour être une personne paresseuse alors qu'on est très, très, très apte, mais à d'autres heures, ou alors que des facteurs comme avoir des jeunes enfants, un bébé qui fait pas ses nuits, des accès limités aux heures de garderie, ça peut venir jouer également. On met beaucoup, beaucoup d'emphase sur la nourriture et l'exercice physique, mais le sommeil, c'en est un besoin qui est très prioritaire juste pour notre survie au quotidien. Ça mérite donc qu'on s'y attarde de façon sérieuse pour les prochaines années. Josiane Barrette-Morin est coordonnatrice du projet Sociabilité du sommeil et l'exposition Insomnolence est présentée au Cœur des sciences à l'Université du Québec à Montréal. Tout de suite après les années-lumière, Monique Néron anime le genre humain. Bonjour Monique. Bonjour Sophie André. Cette